Comment concilier engagement pour le climat et gestion de son épargne? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascale Bossan, dirigeante de Bossan Conseil, mais aussi présidente de 1% pour la planète. Bonjour Pascale Bossan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va pouvoir évoquer ensemble la gestion de son épargne avec un biais climat. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque vous avez écrit un livre sur le sujet, un livre qui s'appelle Agir pour le climat avec son épargne. On va le voir apparaître à l'écran dans un instant. Déjà, première question. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle d'ESG. Vous avez choisi d'écrire un livre spécialement consacré au climat, à l'engagement pour le climat. Pourquoi ce biais climat ? Oui, bon, d'abord, je pense que c'est un biais personnel qui m'anime, mais je le répète tout au long du livre, en fait, on ne pourra pas avoir une transition énergique et écologique sans l'aspect S, c'est-à-dire notamment sans l'aspect social. Bien sûr. On ne peut pas dissocier les deux, mais c'est vrai que le biais de ce livre, c'est effectivement le climat. Alors, c'est le biais de ce livre, mais c'est peut-être aussi le biais qu'on peut voir depuis, par exemple, cet été, où on a pris une prise de conscience un peu plus globale sur des sujets de transition énergétique ou climatique. Et on a aujourd'hui une offre financière qui s'est transformée via des critères ESG, donc on le rappelle, environnement, social et gouvernance. Et on voit quand même de plus en plus poindre des sujets d'angoisse qui sont en lien avec le climat. Donc il y a une sous-catégorie finalement du E de ESG. Est-ce que, selon vous, à l'écriture de ce livre et aux échanges que vous pouvez avoir avec les différentes parties prenantes sur la place financière, l'offre et la demande sont en adéquation entre d'un côté le climat et de l'autre la demande en agissement sur le climat et de l'autre la réponse ESG? Alors, de plus en plus. D'accord. Donc il y a encore du travail, mais il y a du travail qui a été fait. Ah oui, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment voir le verre à moitié plein en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de cette enquête, de l'écriture de ce livre. C'est toutes les solutions, toutes les innovations financières qui existent et qu'on a à notre disposition en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et surtout, les minimums d'investissement peuvent être très accessibles. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une élite, mais la majeure partie des solutions d'épargne à impact évoquées, elles sont accessibles vraiment au plus grand nombre. Et alors, dans le livre, je regardais, vous passez en revue toute la palette d'épargne possible. On commence par le compte courant, c'est-à-dire qu'avoir de l'argent sur son compte courant, je rebondis sur ce qu'on voit en introduction, c'est que vous dites que c'est le premier poste d'émission de CO2, son épargne indirecte. C'est-à-dire qu'on finance indirectement, finalement, des activités polluantes. Oui, absolument. On estime que 3 000 € sur un compte courant d'une grande banque classique française est équivalent en termes de pollution à un vol Paris-New York. Donc c'est considérable, et ça c'est un sujet qui est encore trop peu connu, effectivement parce que les banques elles financent de manière massive encore des projets d'extraction d'énergie fossile et des projets qui sont pas forcément très clean, c'est-à-dire des projets en Arctique ou des projets de gaz et de pétrole de schiste. Donc c'est un sujet particulièrement impactant. Donc ça veut dire qu'en fait on peut être engagé sur ces sujets-là mais ne pas savoir que l'argent qui dort sur son compte courant, on parle d'un compte courant, c'est ça? Donc de l'argent qui est liquide qu'on peut sortir et rentrer à tout moment, pour le coup ça peut financer quand même des projets comme cela. Absolument. Donc l'important, c'est d'essayer peut-être de commencer à mettre la pression sur son établissement bancaire en ouvrant. C'est pas toujours facile de quitter sa banque, surtout lorsqu'on a des emprunts en cours. Mais pourquoi pas, et c'est le message de ce livre, essayer d'encourager en fait d'autres solutions plus vertueuses. Il y a plusieurs établissements qui sont connus, comme par exemple le Crédit Coopératif ou la Nef, qui sont des banques engagées depuis longtemps. Et puis il y a des nouveaux entrants comme des néobanques, Helios par exemple, qui ont des projets engagés. Et donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant et on peut donc les encourager en ouvrant, pourquoi pas, un deuxième compte dans ces établissements. Bon, alors, il y a les comptes courants, effectivement, ça c'est l'argent liquide qui dort ou non sur un compte bancaire. Il y a l'investissement, on va en parler dans un second temps, mais il y a tout un chapitre avant, moi qui m'a un petit peu étonné, sur la carte bancaire. Donc l'utilisation d'une carte bancaire, ça aussi, ça peut être plus ou moins polluant. La transaction, finalement, d'un compte à un autre. Oui, tout à fait. Alors, ça reste un détail. Et je D'accord, oui. Dans le livre, il ne faut pas qu'on nous accuse de greenwashing avec cette discussion. C'est effectivement un sujet tout à fait minime, mais en particulier la carte bancaire en elle-même, qui est constituée au niveau de sa puce avec des matériaux précieux. Ce
seulement 10% des cartes bancaires sont recyclées. D'accord. Nous n'allons pas rendre notre carte bancaire dans notre banque et c'est dommage. Donc c'est un petit éco-geste utile, c'est de ramener sa carte bancaire pour qu'elle soit recyclée pour que les métaux précieux puissent être récupérés. C'est un petit éco-geste utile. Bon, vous l'avez dit, c'est un détail. Donc effectivement, le sujet, c'est l'investissement. Donc là, on a parlé, on a évoqué le compte courant, on a évoqué la carte bancaire, donc des outils que tout le monde a à sa disposition. Quand on veut investir en faveur du climat, alors je ne sais pas si le terme en faveur du climat est le bon terme, mais si on veut investir avec un niveau d'engagement un peu plus conséquent en matière de transition énergétique, comment est-ce qu'on peut faire selon l'enquête que vous avez menée, Pascal Bossan? Alors, il y a évidemment une palette très large de solutions d'investissement. Et dans ce livre, en fait, je les classe des plus liquides au moins liquides, des plus liquides, on va dire, aux plus engagés. Bien sûr. Et je termine par la philanthropie, qui est un sujet important. Bien sûr. Donc, on a par exemple le compte surlivré, qui peut être un sujet important. Il y a des banques qui proposent des comptes surlivrés avec un impact, où on est sûr finalement que derrière, ce sont des projets à impact qui sont financés. D'accord. Donc, il faut aller chercher finalement un produit qui est estampillé à impact, c'est-à-dire qui a été créé pour cela. Exactement. D'accord. Oui, tout à fait. Et puis, quand même, le gros déplacement, c'est l'assurance vie. L'assurance vie qui est un produit d'épargne plébiscité depuis des décennies par les Français, et à juste titre. L'important, c'est bien sûr ce qu'on va mettre à l'intérieur de son contrat d'assurance vie, donc les supports qu'on va choisir. Et là, on a une palette très large de solutions possibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir, quel que soit son niveau de risque, quel que soit son horizon de temps, différentes solutions avec beaucoup d'impact possible. Alors, question un petit peu caricaturale, Pascal Bossan, mais donc je reprends l'exemple de l'assurance vie. J'ai généralement le choix entre, si je prends les choix les plus évidents, du fonds en euros, des actions, donc des unités de compte, et parfois des unités de compte immobilières. Alors, les unités de compte actions, on comprend assez facilement comment on peut faire une sélection entre une activité polluante ou non polluante. Quand on parle d'un fonds en euros, à savoir des obligations ou des unités de compte immobilières, est-ce que là aussi, on peut décider d'orienter en fonction d'une activité plus ou moins polluante? Bien sûr. Alors, peut-être juste une parenthèse déjà sur le sujet des actions. C'est pas si simple quand même de sélectionner des fonds plus ou moins engagés en faveur de la transition. Et je me permets de donner un petit conseil assez simple, c'est de regarder le label Greenfin. Ce label est un label vert foncé. On a une exclusion stricte des énergies fossiles et uniquement un financement des éco-activités. Donc voilà, alors il y a peu de fonds qui existent, mais c'est en train de se développer. Donc premier conseil pour choisir des fonds actions dans un contrat d'assurance vie. Ça offre des performances intéressantes quand même quand on est estampillé l'appel Greenfin, autant que des fonds non labellisés avec ce label. Il n'y a pas de sous-performance, il n'y a aucune sous-performance. Alors ça, c'est effectivement pour les actions. Oui. Voilà. Et pour l'immobilier, alors moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Je vous donne un exemple que j'évoque dans mon livre, c'est la thématique du recyclage urbain. C'est-à-dire il existe un fonds, aujourd'hui il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs demain. Bien sûr, oui. Investi sur la thématique du recyclage urbain. Donc de quoi s'agit-il? Plutôt que d'investir dans un fonds immobilier où on va avoir des constructions neuves d'immeubles, là on recycle, c'est-à-dire on utilise finalement des immeubles de bureaux soit vacants, soit obsolètes, et on les transforme en immobilier d'habitation. En moyenne, ça permet de faire gagner à peu près 40% d'empreinte carbone. On peut avoir aussi une dimension sociale et peut-être petite mise en lumière d'un fonds qui s'appelle Novaxia R comme recyclage, qui est un fonds disponible dans beaucoup de contrats d'assurance vie sur la place. Ça peut être une excellente diversification. Donc ne plus financer finalement des programmes neufs, mais aller vers la rénovation de l'existant, parce que ça diminue l'empreinte carbone de l'opération en question. Absolument, ça évite aussi la problématique de l'artificialisation des sols. Bien sûr, les terres agricoles qu'on perd chaque année, donc c'est malin à plusieurs titres. Fonds en euros, c'est green par nature ou non? Non, c'est malheureusement très peu transparent. D'accord. Donc là, j'ai pas pu donner beaucoup d'informations sur le fonds en euros des contrats d'assurance vie. Autre sujet, donc effectivement, vous avez évoqué l'immobilier, je reviens sur les actions, effectivement. Est-ce que quand on est soi-même intéressé et investi sur le sujet, on peut faire ses choix ou on a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'on peut orienter, par exemple, la personne qui nous accompagne? Alors,
Je suis gestionnaire de patrimoine engagé, je ne vais pas vous dire le contraire. Effectivement, non, mais se faire accompagner, moi je pense que ça peut être une bonne solution. Ça permet d'être, comment dire, de faire un bout de chemin ensemble, de travailler main dans la main et de partager des engagements. Après, si on est seul, on peut quand même arriver à... Mais je veux dire, est-ce qu'on a seul accès à toutes ces informations, par exemple? Est-ce qu'on peut, par exemple, si je reprends l'exemple du recyclage urbain, arriver jusqu'à ce niveau de détail de l'investissement de son assurance vie? C'est pas facile. C'est vrai que ce type de solutions, elles sont quand même plutôt réservées à des conseillers indépendants. En tout cas, elles sont plutôt connues par les conseillers financiers, en fait. Autre question, vous mentionniez le label Greenfin. Je vous pose plein de questions parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre pour ceux qui veulent être plus engagés avec leur épargne. On a l'impression quand même que quand on évoque le sujet avec des épargnants un peu moins avertis, il y a une notion de flou, déjà de méconnaissance de ce qu'est l'ISR et de flou sur ce qu'il est, ce qui ne l'est pas. Toutes les plaquettes disent qu'il y a effectivement un engagement pour la planète, mais donc on ne se rend pas compte de ce qui est du greenwashing, de ce qui ne l'est pas. Comment faire son choix quand on est épargnant pour le coup? C'est une question qui est difficile. Alors, de manière générale, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de solutions engagées qu'il y a quelques années, donc ça c'est bien. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est justement qu'on a presque trop le choix et que de nombreuses sociétés de gestion financière disent qu'elles pratiquent l'investissement responsable depuis toujours. Bien sûr, oui. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc j'ai parlé de certains labels engagés, on a Greenfin, on a aussi Finansol par exemple, qui peut être une clé de choix pour flécher son épargne. Une deuxième clé de lecture, moi, que je trouve très intéressante, c'est celle du mécénat. C'est-à-dire lorsque la société de gestion s'engage avec des produits de partage, donc des produits où on va avoir une partie des frais de gestion reversés à des associations, là, c'est un engagement extrêmement concret et on est à l'opposé du greenwashing. Quelques exemples, on a par exemple certains fonds maintenant qui ont adhéré à 1% pour la planète, donc qui reversent 1% des frais de gestion à du mécénat environnemental. Il n'y en a que 3. Le premier fonds à avoir été adhérent au 1% pour la planète, c'est Mandarine Global Transition. C'est un coût très important pour la société de gestion, dont c'est un engagement fort. Et je trouve que ça, évidemment, ce sont des solutions qu'on doit encourager. Dernière question, et on finira là-dessus. J'ai vu que vous aviez également un chapitre consacré aux forêts. Alors, je voulais revenir effectivement sur l'actualité qu'on a connue cet été. On a perdu un certain nombre d'hectares de forêts en France. Le sujet de l'investissement dans les forêts est revenu, si tant est qu'il était sorti du devant de la scène, mais est revenu sur le devant de la scène. Et on entend très souvent des sociétés de gestion de forêts nous alerter sur le fait que les forêts sur lesquelles ils investissent, eux, sont moins risquées. Mais alors du coup, ça pose une question, c'est quand on veut s'engager sur la replantation, par exemple, comment est-ce qu'on, d'un côté, on concilie engagement pour le climat et gestion du risque associé, notamment, par exemple, au risque d'incendie pour les forêts, mais de manière plus générale, à l'investissement réalisé. Est-ce qu'on peut réaliser les deux? Alors, de manière générale, l'investissement dans les forêts, lorsqu'on le réalise de manière mutualisée, eh bien, vous l'avez évoqué, en fait, justement, par nature, on est très diversifié, et pas qu'en France d'ailleurs. On peut être investi de manière très diversifiée partout sur le territoire en Europe. Bien sûr. Le risque zéro n'existe pas, même dans les investissements, même lorsqu'on passe par une société de gestion. Il y a par exemple un acteur connu qui est France Vallée, dont je parle dans le livre, qui propose des solutions très mutualisées. Donc la mutualisation, c'est déjà une protection contre les incendies, mais le risque zéro n'existera pas. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est l'entretien en fait des forêts. La problématique qu'on a eue cet été, qui a été mise en lumière, c'est malheureusement le manque d'entretien, parce que les forêts sont souvent détenues par des propriétaires qui n'entretiennent pas suffisamment bien, et la propriété est très morcelée. Là, ça permet d'avoir un entretien beaucoup plus sérieux. Je précise au passage que l'investissement dans les forêts peut générer une réduction d'impôt de 25% si on investit avant la fin de l'année. Donc on a aussi une petite fenêtre de tir. Merci beaucoup Pascale Bossan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossan Conseil, mais aussi présidente de 1% pour la planète. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.